Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Comme à l'habitude, cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et en sa compagnie, on va parler des Alouettes qui ont fait, je 3 victoires, aucune défaite. Mais toutefois, on ne sait pas si Davis Alexander sera à son poste vendredi soir à Hamilton contre les Tiger Cats. On va faire le tour des actualités de la NFL. Et on va avoir une invitée pour vous aujourd'hui. C'est la boxeuse Léla Baudouin qui sera en action vendredi soir à Québec. Léla est une grande fan de football, alors on va en discuter en sa compagnie. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va y aller de sa chronique Fantasy Football. Il va nous parler aujourd'hui des sleepers à la position de receveur de passe et on va répondre à vos questions. Vous nous avez envoyé plusieurs questions. On va y répondre lors de cet épisode du podcast Sac du Car. Alors Guillaume, par la musique. Pour les gens qui nous regardent via notre chaîne YouTube, vous pouvez voir que Marc-André, il est en vacances, mais malgré tout, il est là à son poste. Alors, tu as un beau paysage derrière toi, Marc-André, à ton chalet. Oui, oui, oui. On a loué un chalet en famille là, pour la fête de la Saint-Jean. Là, je m'excuse d'avance aux gens là, qui vont nous regarder sur YouTube. Je pense que ma caméra est là, mais ça se peut que je louche une couple de fois dans l'épisode. Puis il y a du soleil un peu. Je suis avec mon téléphone pour une fois. Donc, je m'excuse d'avance si j'ai l'air. Je fais des faces louches des fois quand tu parles, Didier. Ouais, écoute, j'espère que t'as pas trop fêté la Saint-Jean puis t'as assez d'énergie pour l'enregistrement du podcast. Écoute, on va inviter les gens à nous suivre via nos réseaux sociaux, la page Facebook du podcast Le Sac du Car et la nouvelle page Instagram qu'on avait lancée le mois dernier du podcast Le Sac du Car. Puis de partager également nos publications, les extraits, si vous êtes des mordus de football avec vos amis, les inviter justement à regarder le podcast ou à nous écouter également, que ce soit via Spotify ou Apple. Exactement, exactement, Didier. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Abonnez-vous à nos pages. Également Spotify, Apple. Les gens quand on écoute des podcasts, ils nous disent mettez-nous des 5 étoiles. Là. Ben, nous, on ne sera pas chauvin. Mettez-nous 5 étoiles aussi. Ça va nous aider Oui. grandement. YouTube également, abonnez-vous. Ça sera bien apprécié. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'espère que si vous voulez témoigner de votre gratitude de nous aider également dans ce beau projet-là, c'est une bonne chose à faire là, que de s'abonner à nos différentes pages. Ça serait bien apprécié. Oui, définitivement. Écoute, on va commencer avec les Alouettes. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Davis Alexander, son ischio-jambier, c'est de ça qu'on parle depuis la belle victoire des Alouettes Exact. à Edmonton jeudi soir dernier. Exactement, Didier. Revu un peu la blessure de Cody Fajardo, moi, l'année dernière, lorsque j'ai vu Hmm. Davis Alexander se prendre la jambe comme ça, la cuisse. C'est quoi les dernières nouvelles dans son cas, Didier? Est-ce qu'il sera dans son poste pour affronter les Tiger Cats vendredi? On enregistre le podcast mercredi matin, donc plus tard, je vais aller assister à l'entraînement des Alouettes, mais là, ça va être le dernier entraînement complet, le troisième de la semaine, en vue de la rencontre de vendredi soir à Hamilton. Et Davis Alexander n'a pas été présent lors des 2 premiers entraînements. Alors, c'est McLeod Bethel-Thompson qui s'est entraîné au sein de l'unité partante. Ce que Jason Matz nous a dit, bref, c'est que Alexander assistait aux réunions, il est là, il est présent, mais durant les entraînements des Alouettes, lui, il reste au stade olympique afin de recevoir des traitements. Alors, il n'y a pas juste lui qui est blessé. En passant, il y a également Tom Arlington qui a raté les 2 premiers entraînements de la semaine. Dylan Wynn, c'est la même chose pour lui. Arlington est ennuyé par une blessure à un genou. Wynn, on dit que c'est une blessure à un pied. Et il y a également Austin Marc-André, qui a raté l'entraînement de mardi, le deuxième de la semaine. Il était là lundi, mais là, il a raté l'entraînement lui aussi en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Alors, il semble que tout indique que Davis Alexander va rater la rencontre de vendredi à Hamilton, mais toutefois, souviens-toi Marc-André, l'année dernière, il y a un précédent qui a été créé. Lorsque Cody Fajardo s'était absenté en raison de la naissance de son enfant, ça faisait 10 jours qu'il ne s'était pas entraîné avec ses coéquipiers, puis malgré tout, il avait obtenu le départ à Vancouver face aux Lions de la Colombie-Britannique. Selon moi, ça n'avait pas été une bonne décision de la part de Jason Maas. Les Alouettes avaient subi une raclée. Fajardo avait mal joué. Mais tout ça pour dire qu'il y a un précédent qui date il y a seulement moins d'1 an
que le carrière partant des Alouettes a joué, il était à son poste malgré le fait qu'il ne s'était pas entraîné durant la semaine. Moi, j'ose croire que du côté des Alouettes, on va être sage. C'est une longue saison, Marc-André. On a seulement joué 3 matchs. Pourquoi pas opter pour donner un congé à Davis Alexander, même s'il est prêt à jouer, afin de s'assurer qu'il ne va pas aggraver cette blessure, parce qu'on parle d'une blessure aux ischio-jambiers qu'il traîne depuis le camp d'entraînement en passant. Là. Alexander, il avait un bandage à sa jambe gauche, on avait remarqué ça lors des entraînements. Alors pourquoi pas lui donner un repos, surtout qu'on mise sur un carrière réserviste qui a énormément d'expérience en Baker Bettel-Thompson. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'opterais pour la prudence, mais Jason Matt nous a dit, si Alexander pense qu'il est prêt à jouer, il va jouer. En tout cas, on verra bien. Moi, je pense que moi aussi, je jouerais de prudence, surtout en début de saison, surtout avec un départ également de 3-0. Puis on s'entend que le calendrier des Alouettes va. Je pense qu'on a des gros matchs qui s'en viennent, notamment Toronto, Saskatchewan, BC. C'est des meilleures formations. Qu'est-ce qu'on a affronté là, que Hamilton, que Ottawa, n'en déplaise aux partisans du Rouge et Noir qui nous écoutent. Mais ouais, moi aussi, je jouerais de prudence. Puis on a signé McLeod Bettel-Thompson justement parce que c'est un gars qui a l'expérience de la Ligue canadienne, qui a l'expérience du football en général, je te dirais, qui a joué dans toutes les ligues existantes Ouais. sur la Terre quasiment, mais qui a l'expérience de la Ligue canadienne de football. C'est un bon carrière, c'est un carrière qui a déjà gagné également dans la Ligue canadienne de football. Donc, moi, je pense que ce serait judicieux de la part des Alouettes de faire confiance à McLeod Bettel-Thompson si Alexander n'est pas en santé. Mais je voulais te lancer une question, Didier. Si Sean Ellington rate la rencontre, on sait que les Canadiens, c'est vraiment hyper important dans les Canadiennes. Nos deux autres porteurs de ballon, Stevie Scott et Tice, sont américains. Là, est-ce qu'on a un autre porteur de ballon sur l'équipe d'entraînement qui est canadien? Est-ce que ça va jouer également dans les ratios ailleurs, dans la formation des Alouettes? Comment tu vois ça si Sean Arlington rate la rencontre? Ouais, on a un autre centre arrière. On a un centre arrière qui est canadien. Mais bon, je pense pas qu'on va l'utiliser à la position de porteur de ballon. Mais c'est une bonne question. C'est quelque chose que je vais observer lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Moi, je vais poser la question directement à Jason Maas. Bon, est-ce qu'il va y répondre? Ça, c'est autre chose. Mais parce que durant l'entraînement de mardi, ben, c'était Scott et Tice. Qui se partageaient les courses dans le champ arrière des Alouettes. Tice semblait s'être entraîné en premier, avoir obtenu les répétitions en premier avec l'unité partante, mais après ça, Stevie Scott s'est amené. Mais effectivement, donc ça va être quelque chose à surveiller. Les conséquences si jamais Shantam Arlington n'est pas en mesure de jouer au niveau de la formation. Des Alouettes. Parce que d'abord, il faudrait faire l'exercice afin de savoir combien de partants canadiens les Alouettes ont. Le minimum est de 7. Alors, ça va être quelque chose que je vais observer, comme je te dis, durant l'entraînement. Et puis, les Alouettes vont rendre public leur formation pour le match de vendredi. Habituellement, ils le font la veille de la rencontre vers la fin de l'avant-midi. Donc, jeudi avant-midi, on devrait obtenir la formation partante et finale des Alouettes pour la rencontre. Mais pour en revenir à Davis Alexander, c'est tentant pour les Alouettes de l'envoyer dans la mêlée afin d'augmenter leur probabilité de l'emporter parce que, Marc-André, si les Alouettes sont en mesure de gagner vendredi à Hamilton, en 4 matchs, les Alouettes vont déjà avoir 3 victoires, ils vont avoir une fiche de 3-0 contre les équipes de la section Est. Alors ça serait un bon avantage pour les hommes de Jason Maas, mais encore une fois, moi j'opterais pour la prudence. Exactement. Puis si on revient rapidement sur sa performance à Edmonton avant qu'il se blesse, Davis Alexander, Didier, j'étais sceptique en début de saison. Je trouvais qu'on y allait peut-être trop vite dans son cas, mais mon Dieu, qu'il joue avec le calme et l'aplomb d'un vétéran. Ouais, ça a été toute une performance. Écoute, pour la première fois de sa carrière, il a complété 3 passes de toucher en un match, puis il les a toutes complétées en première demi avant de se blesser. Écoute, il a terminé avec plus de 250 verges par la passe, essentiellement en une demi de football. Imagine-toi là, s'il avait joué le match au complet. OK, le genre de statistiques qu'il aurait eu. L'attaque des Alouettes, c'est une machine qui est bien huilée. Là, je dis, c'est dommage qu'il se soit blessé. Puis c'est dommage que potentiellement, il va peut-être rater le match de vendredi à Hamilton. Mais l'attaque des Alouettes là, est en voie de. Du moins, elle a le potentiel d'être une machine, là. Vraiment, d'une Mhm. machine offensive. Avec le jeu au sol. C'est le jeu au sol qui est plus robuste. On en a parlé depuis le début de la saison, comparativement à l'année dernière. Et puis, Alexander, qui lui semble être amélioré comparativement à la saison dernière, déjà qu'il avait gagné ses 4 départs en 2024. Non, écoute, c'est vraiment excitant pour le reste de la saison parce que les Alouettes semblent avoir une longueur d'avance sur le reste de la ligue présentement.
Avec Je suis Alexander d'accord. en santé, là. Ouais. Puis c'est tellement drôle de se dire, tu viens de parler d'Austin Mack, là, qui va peut-être rater la rencontre. Et on dirait je sais pas, avoir allé le groupe de receveurs des Alouettes cette année, on dirait qu'Austin Mack, on fait comme, c'est pas grave, hein. Je le trouve tellement impressionnant. Tyler Snead, je le trouve. Charleston Rambo, on a vu avec son retour dans la formation, qu'est-ce que ça a donné. Ouais. On a Tyson Philpott qui joue du football de haut niveau. Bref, on est, ça me rappelait les belles années, là, les C, là, Copeland, Cahoon, Cavill, Kwame Cavill, Aaron Anderson, ces années-là. On avait Ouais. un groupe de receveurs, trois, quatre receveurs impressionnants, mais je pense que, écoute, je trouve que le groupe de receveurs des Alouettes est assez impressionnant. Puis, honnêtement, je pense même que la perte d'Austin Mack, ça serait pas si grave que ça. C'est assez bizarre à dire quand même. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu t'as mentionné les noms Philpott, Snead notamment, bon, Cole Speaker aussi. Là, Speaker, j'ai on est bien oublié. entier à la position. Ben ouais, c'est ça, on est vraiment bien entier à la position de receveur du côté des Alouettes. On a de la Il y a un profondeur. papillon. Euh, Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Il y avait un gros papillon qui vient de passer. Ah, ok, Excusez. je l'ai Continue, pas vu, j'ai excuse-moi. pas vu. Ben, c'est ça qui arrive quand t'es en nature, là, au chalet. Ouais, ouais. Je vais Là, arrêter de me faire tu, dois- déconcentrer. tu dois gérer avec les éléments, le vent, le soleil, là, les papillons en plus qui t'attaquent. Mais non, mais c'est ça. Écoute, on en a parlé durant l'été, durant le camp d'entraînement, le potentiel du groupe de receveurs des Alouettes, de l'attaque des Alouettes, si Davis Alexander pouvait continuer de progresser. Là, en première demi contre Edmonton, puis je sais qu'Edmonton, en passant, c'est la pire équipe de la Ligue. La semaine dernière, tu disais, Ouais. ah, tu sais, je pense que c'est la pire équipe de la Ligue. Je te disais, bon, on va attendre de voir quelques autres matchs. Pour les avoir vus jouer en personne, c'est la pire équipe de la Ligue. Là. Ok, t'avais raison. Mais tout ça pour dire que oui, l'attaque des Alouettes, elle a vraiment un beau potentiel, mais encore une fois, on va devoir voir si Davis Alexander va jouer. Mais s'il ne joue pas, et puis c'est McLeod Bethel Thompson, Thompson, lorsqu'il a joué contre Edmonton, il se cassait pas la tête parce que je pense qu'il a confiance au groupe de receveurs. C'est juste une question de distribuer le ballon et laisser les receveurs faire des jeux. Écoute, Didier, Davis Alexander, c'est notre Patrick Mahomes canadien à nous. Puis on a affronté la Oh, semaine wow, 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 dernière. wow, wow. On affrontait Trey Ford, le Anthony Richardson Oh. canadien. Donc, c'est ça qui arrive quand Patrick Mahomes affronte Anthony Richardson. Non, non, non. Ta Sérieusement. comparaison Euh, Mahomes-Alexander, c'est trop, mais celle de Ford et de Richardson, par exemple, t'es peut-être sur la bonne piste. Ouais. non, mais qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, Davis Alexander, ça serait vraiment une lourde perte pour les Alouettes. Mais tu sais, semaine numéro quoi? Numéro 4, on peut se 4 permettre quand même. seulement. Ouais, écoute, moi, je jouerais de prudence, comme je le disais. Avant de poursuivre avec la défense, Didier, on a une question de Régis, notre fan numéro un, on peut l'appeler ainsi, qui nous a envoyé une question vidéo. Euh, on l'écoute. Bonjour Didier et toute l'équipe du Sac du Cœur. Donc, cette semaine, ma question concernant les Alouettes, deux très belles victoires là, dominantes. Mais j'ai fait le calcul, puis j'ai remarqué que seulement 42% des points, là, de tous les points, ils ont marqué beaucoup de points là, dans les deux dernières games, c'était par l'offensive. Bon, je sais, c'est quand même, je veux pas chialer pour chialer, là, c'est des très belles victoires. Sauf que ça m'inquiétait un petit peu de voir l'offensive avoir un peu plus de difficulté à se mettre en marche. Puis je voulais savoir, là, est-ce que c'est inquiétant pour l'instant? Je sais que la saison est immensément jeune, donc je voulais vous entendre à ce sujet-là. Bonne journée! Donc, Merci beaucoup, l'offensive, Régis, Didier. pour ta question. Oui, 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 oui. écoute, Donc, ça m'inquiète ouais, pas, parce que moi, c'est une bonne chose. Les Alouettes sont en mesure de marquer des points de plusieurs façons. La défense a marqué des touchés depuis le début de la saison. Du moins, on en a marqué un, assurément, celui d'Ademi Berglund. Les unités spéciales contribuent. Les unités spéciales, pour moi, bon, étaient quelque peu un point d'interrogation au début de la saison en raison des joueurs canadiens qu'on avait perdus durant la saison morte, mais on les a remplacés et jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Puis, il faut pas oublier qu'on a un carrière qui est partant pour la première fois là, de sa carrière là, en début de saison. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu une progression de la part de Davis Alexander comparativement à l'année dernière et même comparativement au premier match de la saison. Bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus couru avec le ballon. On a vu énormément d'équilibre lors du premier match. Mais non, tout ça pour dire que moi, je suis pas alarmé par ça parce que, encore une fois, là, la première demi qu'on a eue contre Edmonton, l'attaque fonctionnait à plein régime.
Les trois facettes des Alouettes jouent bien. Bon, mis à part la défense en deuxième demi, on va en parler dans quelques instants, mais les trois facettes jouent bien depuis le début de la saison. Puis c'est ce que tu veux. Tu veux avoir une équipe de football complète et c'est ce qu'on a jusqu'à présent, selon moi, du côté des Alouettes. Alors non, je ne suis pas du tout inquiet. L'attaque fonctionnait à plein régime et le sac du corps fonctionne à plein registre. C'est ce qu'on pourrait dire. Si on parle Ouais, ouais, maintenant de la ouais. Bon défense, jeu de mots. si on parle de la défense maintenant, Didier, elle a été solide dans ce match-là, mais on a connu quand même une fin de match. C'est coup ça, on a accordé des points en fin de match. Est-ce que ça t'inquiète? Non, ça m'inquiète pas, ça non plus. Peut-être que je suis trop positif, là, mais je crois que c'est juste la nature humaine. Parce que, écoute, t'as regardé le match. Les Alouettes étaient clairement la meilleure équipe là, sur le terrain du stade Commonwealth Stadium. Là, c'était même pas proche. Là. Puis les jeux que Trey Ford a fait, je sais que lorsqu'on regarde les statistiques après la rencontre, il a passé pour plus de 300 verges, mais c'était des calories vides là, de la part de Trey Ford. Donc, c'est nature humaine d'avoir un relâchement. Puis c'est ce qui est arrivé du côté de l'unité défensive. Puis également des points techniques, en particulier du côté des demi-défensifs. Pierre Vercheval, je crois, a mis le doigt sur un des problèmes qu'il y a eu en deuxième demi. Les demi-défensifs, notamment Kevin Anto et Marc-Antoine Dequoy, ont concédé des passes. Ils étaient en position de faire des jeux sur le ballon, mais ils ont mal jugé le ballon lorsque le ballon était dans les airs. Et puis, on est allé chercher des gros morceaux de terrain du côté d'Edmonton. Donc, peut-être un manque au niveau de la concentration du côté de l'unité défensive des Alouettes. Mais encore une fois, on avait tellement une bonne avance. Des fois, c'est nature humaine d'avoir un Ouais. relâchement. Donc, écoute, je ne vais pas leur en vouloir pour ça nécessairement, mais dans un monde idéal, tu veux être en mesure de terminer le match en force et de fermer la porte. On le voit sur les images, là, quand tu mènes 28-6 à la fin du troisième quart ou 38-14 au milieu Ben du oui. quatrième quart, je veux dire, comme tu dis, c'est la nature humaine de peut-être pas les prendre à la légère, mais peut-être de justement relâcher un peu plus la pédale. Donc, moi, je pense qu'il y a ça aussi. Mais oui, ça va donner des munitions là, à Noel Thorpe, là, au moins à l'entraînement, pour pouvoir dire, regardez ce que vous avez fait de mal. Il faut vraiment jouer pendant 60 minutes, il faut jouer le match complet. Je pense qu'une performance comme ça, ben, ça peut aider les Alouettes à grandir. Ben, c'est ça, ça aide le travail de Noah Thorpe, tu sais, afin de motiver les Exact. joueurs. Parce que là, il y a quelque chose sur les vidéos qu'il peut montrer aux joueurs. Puis, donc, il peut continuer justement là, à pousser les joueurs. Non, ça, t'as vraiment raison. En passant à Trey Ford, regarde, ça a juste confirmé qu'est-ce que j'ai dit depuis le début de la saison, mon opinion sur lui. C'est pas un joueur qui est de calibre à être carrière partant dans la Ligue canadienne. Puis à Edmonton, le propriétaire est en amour avec lui. Puis c'était un des prérequis. On a un nouveau DG, en fait, Ed Hervey est de retour au poste de DG à Edmonton. Mais c'est un prérequis. Là. À travers la Ligue canadienne, tu sais, je parlais avec un reporter qui couvre les activités quotidiennes des Hells, Marc-André. Il me disait, pour avoir le poste, pour avoir le job de DG, il fallait que le DG croie en Trey Ford, du moins qu'il donne l'impression qu'il croit en Trey Ford, parce que le propriétaire, il adore Trey Ford. Lorsque le propriétaire prend des décisions football, c'est jamais une bonne chose. Que ce soit au niveau de la Ligue canadienne, au niveau de la NFL, je crois vraiment que c'est ce qu'on voit à la position de carrière du côté des Hawks. C'est une question de temps, là. Je pense que tout le monde qui observe la Ligue canadienne s'entend pour dire que c'est une question de temps avant que Cody Fajardo devienne le carrière partant à Edmonton. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire, Cody Fajardo, avec cette équipe-là. Ça serait quelque chose à. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Ouais, j'ai hâte de voir ça. La question de savoir tout simplement quand est-ce que ça va arriver. Là, tu sais. Mhm. Quand est-ce on va lui donner le poste, quand est-ce qu'on va clouer au banc à Trey Ford, parce que non, Trey Ford, on l'a vu comme passeur, là, il était complètement confus par la défense de Noel Thorpe. Complètement. On a remarqué là, lors du match des Alouettes à Edmonton que le stade du Commonwealth était quand même complètement ou presque vide. C'est sûr que c'est un Hmm. immense stade, donc la foule est assez disparate dans le stade. Ça me rappelle un peu les dernières années des Expos au stade olympique, là, où ce qu'on annonçait des foules de 10 000, mais on était vraiment tellement disparate dans le grand stade olympique. Et j'ai envie de te lancer une question sur l'état du football à Edmonton qui nous a été posée par Yannick Blanchard. Il dit bonjour Didier. Ma question est en lien avec la santé de la Ligue canadienne. J'ai remarqué cette semaine que le match à Edmonton et à Calgary, que les assistances sont assez faibles. Toronto aussi peut avoir de la difficulté à avoir des gens dans les estrades. Euh, Comment se porte la Ligue et les équipes avec des assistances parfois peu élevées? Et j'ajouterais, Didier, que des équipes comme Edmonton, Calgary, Toronto, c'est des équipes
disons, peut-être pas mythiques, là, mais c'est des équipes fondatrices de la Ligue canadienne. C'est des grandes équipes, ces équipes-là. C'est un De peu la triste de voir tradition. ça. Ouais. Exactement. Oui, puis on a préparé un tableau justement afin de montrer les assistances là, lors de la troisième semaine d'activité la semaine dernière. Écoute, on a annoncé qu'il y avait 14 000 personnes à Edmonton. Je suis même pas certain de ça. OK, c'était triste d'être sur les lignes de côté et de voir ça, de voir comment le stade était vide. Il fut un temps où les Elks ils avaient un minimum 30 000 personnes dans le stade, si c'est pas plus que ça. Puis on voit à Toronto, 12 000. Et puis on voit qu'il y a une baisse comparativement à la semaine précédente. C'est la même chose à Calgary. À Calgary, bon, il y avait la température, il faisait froid, il y avait du vent, il pleuvait. Donc, peut-être les gens ont choisi de rester à la maison. Mais on voit en général, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Surtout que du côté de la Ligue canadienne, une grande partie des revenus, Marc-André, c'est lié directement à la vente de billets et aux concessions. Donc, tu as besoin d'avoir des gens dans le stade afin de faire un profit, d'avoir espoir de faire un profit. Donc, non, ça va pas bien. Tu sais, pour les gens qui couvrent les activités quotidiennes de la Ligue canadienne, on s'en parle, puis on se demande ça s'en va où, là, tout ça. Il y a un nouveau commissaire qui est là, mais qu'est-ce que le commissaire peut faire afin de régler ce problème-là? En tout cas, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment très inquiétant de voir ça. Puis c'était le début de la saison là, à Edmonton. C'était le premier match à domicile. Je sais que les gens d'Edmonton avaient le cœur brisé parce que, 2 jours avant la rencontre, ou la veille de la rencontre, les Oilers, bon, ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley. À chaque fois que je croisais quelqu'un d'Edmonton qui habite à Edmonton, c'est ce qu'il me disait. Tout le monde avait l'air triste de perdre en finale de la Coupe Stanley pour une deuxième année de suite. Mais oui, c'est vraiment inquiétant pour la Ligue canadienne, je crois, la situation des assistances à travers la Ligue depuis le début de la saison. C'est un beau défi. Ceux qui pensaient que Stuart Johnson avait accepté le poste, là, puis que ça allait être facile, ben, je pense que c'est un beau défi pour lui. Je sais qu'il avait dit qu'il voulait améliorer peut-être la présence sur les médias sociaux. Ça peut quand même aider à amener davantage de gens au stade, voir les matchs de la Ligue canadienne. Mais c'est inquiétant, moi aussi. Puis, as-tu vraiment, c'est quoi qu'est-ce que tu penses que la cause de ça, Didier? Est-ce que tu sais? As une idée? Je crois que c'est différent dans chaque ville. Tu sais, si on parle d'Edmonton, bon, ça fait longtemps, là, ça fait quoi? Au moins 4 ans que les Elks sont la pire équipe de la Ligue canadienne. En plus de ça, il y a eu le changement de nom, qu'on est passé des Eskimos aux Elks, puis les gens ont détesté le nouveau nom d'équipe, même le logo. Puis Pierre me faisait remarquer, quand tu es dans le stade au Commonwealth Stadium, tu ne vois plus le nouveau logo, là. Avec le chevreuil, on le voit plus. On l'a remplacé par le double E, qui était le logo officiel des Eskimos à l'époque, avant le changement de nom. Donc, les performances sur le terrain, également le régime qui était là sous Chris Jones. Écoute, il n'y a personne là, qui a apprécié ce régime-là à Toronto. C'est comme s'ils ont mis tout le monde contre eux. À Calgary, ben là, ce programme-là est en perte de vitesse là, depuis quelques années. Là, les Stampeders étaient le standard de la Ligue canadienne pendant de nombreuses années. Ce n'est plus le cas. Donc, tu sais, dans chaque ville, il y a des raisons différentes pour expliquer, je crois, le fait que les gens ne se présentent pas au stade. Mais encore une fois, un des problèmes qui perdure du côté de la Ligue canadienne depuis des années, Marc-André, c'est que la base de partisans, elle est âgée. On n'est pas Ouais, c'est ça. capable justement d'aller chercher des jeunes partisans. Jusqu'à ce jour, on n'a pas solutionné ce problème-là. Tu as parlé du fait que Stuart Johnson a mentionné bon, les réseaux sociaux. La Ligue canadienne est en retard, là, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, de son site web, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis on est vraiment en retard. Puis il arrive un moment où quand le retard est trop grand, ben, c'est difficile à combler. Puis on est dans cette situation-là du côté de la Ligue canadienne, selon moi. Donc, attirer plus de jeunes avec les médias sociaux, c'est ce que Stuart Johnson veut faire, une présence sur Instagram, améliorer vraiment l'expérience aussi client. Puis évidemment, c'est facile à dire, mais si tu as une bonne équipe sur le terrain, ça amène souvent des gens au stade. Fait que Oh qui dit une oui, bonne équipe sur le terrain, oui. une bonne organisation. On voit maintenant avec les Alouettes depuis 2 ans, on remonte la pente au niveau des assistances, ça va beaucoup mieux depuis que M. Pelado a acheté l'équipe. Donc, vraiment, une équipe sur le terrain, Mais même améliorée, à Montréal, oui, Marc-André, excuse-moi de t'interrompre, mais le premier match de la saison n'avait pas été présenté à guichet fermé.
Tu sais, tu Ah parles non? d'une équipe qui a gagné la Coupe Grey il y a 2 ans, qui a affiché le meilleur dossier en saison régulière de la Ligue l'année dernière. Alors, c'était pas guichet fermé quand même, le premier match à Montréal, le premier match de la saison. Donc, c'est ça, là, tu sais, ça va pas bien du côté de la Ligue. Il n'y a aucune façon, on vient de montrer les chiffres ne mentent pas, le data ne ment pas. Euh, donc, c'est ça, donc on va devoir trouver une solution du côté de la Ligue. J'ai pas de solution à offrir, malheureusement. On peut juste souligner Parce, les problèmes. Mais parce que c'est pas c'est une ça, là. question de Ça peut talent pas non continuer plus. comme ça. Pas une question de talent non plus. Je trouve que la Ligue a jamais été aussi talentueuse. Non, C'est pas les c'est pas le ligues produit de. sur le terrain. Je crois pas que c'est produit sur le terrain. Position carrière, il y a des carrières qui sont vraiment vieillissantes, par contre, là. Tu sais, peut-être dès l'année prochaine, dans 2 ans, tu sais, Bolivar Mitchell, il lui reste combien de temps à jouer réellement? La même chose avec Zach Hmm. Collaros à Winnipeg. Tu sais, puis une chose, c'est comme si la Ligue n'est pas capable de développer des carrières. On n'est pas patient. Mhm. À Montréal, il semble qu'on l'a fait là, avec Davis Alexander, mais on a pris notre temps. Alexander, il en est à sa 4e année avec les Alouettes, là. OK, oui, il n'y a pas beaucoup d'expérience en tant que carrière partant, mais ça fait quand même 4 ans qu'il est dans la Ligue canadienne. Donc, Danny Machocha a pris son temps. Tu sais, souviens-toi, dès la saison 2022, là, dès la première année d'Alexander, Machocha nous disait qu'il le voyait comme un carrière partant potentiellement. Donc, on l'a développé. Les autres équipes, sont où les carrières qu'ils ont développées? Tu sais, c'est ça, là, il y a un problème à ce niveau-là, je crois. Il y a peut-être une question aussi de création de vedettes. Tu sais, il y a eu l'époque Calvillo, il y a eu l'époque Ricky Ray, c'était des joueurs qui transcendaient un peu le football canadien. On avait des. Moi, Mhm. j'étais pas un grand fan des autres équipes dans la LCF. Je regardais pas beaucoup les matchs, mais je savais c'était qui. Milt Siegel, J. Simon. Je me souviens de l'époque de John Cornish, qui était un porteur de ballon Oui, canadien, qui faisait sa marque oui. dans la Ligue canadienne. À Calgary. C'était Jesse Lumsden, là, c'était tout. Tu sais, on avait qui a fait du bobsleigh par la suite. Et on avait on avait ce genre de, on avait des joueurs qui avaient un aura un peu de vedette de chez nous, canadienne, ou qui avaient été créés par le sport. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on a des vedettes? Brady Oliveira, je pense qu'ailleurs qu'à Winnipeg, c'est pas un gars, c'est pas une vedette. On ne crée pas beaucoup de vedettes. On a besoin de ce genre de joueurs-là qui transcendent le football canadien, à la Calvillo, qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire, à la Ricky Ray, qui a battu des records aussi, là. Ben, il y a toujours eu ce problème-là du côté de la Ligue canadienne. Bon, c'est vrai, à l'époque, là, tu viens de nommer le nom de joueurs qui étaient des vedettes, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'en termes de marketing, tu sais, de justement, là, tu sais, de faire des publicités avec un non-joueur vedette, tout ça, on n'en voit jamais. Tu sais, donc, j'ai toujours trouvé qu'il y avait ce problème-là du côté de la Ligue canadienne, là, de mettre à l'avant-plan les joueurs vedettes de la Ligue. Mais bon, écoute, on va pas solutionner les problèmes de la Ligue canadienne aujourd'hui, mais c'est inquiétant. Pour en revenir aux assistances, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Si on parle du prochain match des Alouettes maintenant, ce sera à Hamilton. Ce sera vendredi le 27 juin à compter de 19h30. 19h30, pardon. À quoi peut-on s'attendre là, de ce match-là? Ben, tout d'abord, il faut avoir la confirmation. Est-ce que ça va être McLeod Bethel Thompson ou Davis Alexander au poste de quart? Moi, je crois que ça va être Bethel Thompson, mais on va voir, on devrait avoir la confirmation aujourd'hui. En tout cas, si Alexander n'est pas présent à l'entraînement, je sais qu'un précédent a été créé l'année dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'on va y aller avec Bethel Thompson. Les Tiger Cats avaient congé la semaine dernière, Marc-André, donc ils vont être frais et dispo. Au moins, les Alouettes ont eu une longue semaine. Ils ont joué jeudi à Edmonton. Ils ont fait le voyage de retour, puis là, ils vont jouer seulement vendredi à Hamilton. Donc, on a eu le temps de se reposer du côté des hommes de Jason Maas. Mais c'est la position de carrière, c'est ça qui va être à surveiller, la position de carrière du côté des Alouettes, qui sera la carrière partant, même qui sera le demi à l'attaque partante si Sean Tom Arlington n'est pas là. Et puis, défensivement, je suis pas inquiet. Là. On a parlé du relâchement qu'il y a eu contre Edmonton au 4e quart, en deuxième demi en particulier, mais contre Bolivar Mitchell, qui est vieillissant, je pense qu'on va être en mesure de lui faire la vie dure. Parce que à ce stade de sa carrière, Oliver Mitchell, là, se faire frapper, là, il aime vraiment pas ça. Alors, ça conclut notre tour d'horizon, notre bloc Ligue canadienne, notre tour d'horizon des activités des Alouettes, Didier.
Oui, et puis comme je le disais tout à l'heure, ben, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la boxeuse Léla Baudouin, qui est la sœur de notre ancien collègue et ami, ben, toujours ami, Benoît et pas notre ancien ami, à toi et moi, Benoît Baudouin, c'est toujours notre ami, mais ancien collègue. Alors, sa sœur qui est une boxeuse professionnelle, Léla Baudouin, qui sera en action, il y a une carte de boxe, un gala qui sera présenté vendredi soir à Québec. Elle va défendre sa ceinture, mais avant de parler de boxe, on a jasé de football, étant donné que Léla ben, c'est une grande fan, notamment de Devante Adams. Alors, je vous invite à écouter ou à regarder la conversation que j'ai eue avec Léla. Alors, on accueille au podcast la boxeuse Léla Baudouin. Tout d'abord, Léla, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait super plaisir d'être là. Merci à toi de m'inviter. Ben oui, écoute, on échangeait là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je sais que tu es une grande fan de football. Tu as un combat qui s'en vient le 27 juin, mais avant de parler de ça, on va jaser football un peu parce que tu es une grande partisane des Rams de Los Angeles, mais tu as Quand un même, joueur ouais. favori. Ouais, tu as un joueur favori depuis des années. Il s'agit du receveur de passe Devante Adams. Mais tout d'abord, comment tu es devenu une fan de football, là? Qu'est-ce qui t'attire du football? Puis ça fait combien de temps justement que tu es une fan de football? Ben, mon père a toujours été un fan de football et de boxe. La boxe est arrivée plus tard dans ma vie, mais de football. Puis Benoît, que tu connais bien, Benoît Baudouin, qui travaillait avec toi à Oui. RDS, il a joué au football au niveau du secondaire. Puis ensuite, il a joué collégial. Puis mes parents ont toujours été très derrière nous au niveau des compétitions sportives. Fait que mon frère était au cégep en journalisme à Jonquière. Puis on se promenait au Québec à chaque dimanche. On allait à toutes les games. On allait à Sherbrooke, on allait à Jonquière, à Chicoutimi, à Lévis. Puis tu sais, on partait du Témiscouata au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'était quand même une bonne ride là, de char pour aller à toutes ces games-là. Fait que tu sais, je suis devenue rapidement une adepte. Puis on regardait plus le football canadien quand j'étais jeune aussi. Puis éventuellement, ben c'est ça, tu sais, la NFL, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les Colts. J'aimais beaucoup Peyton Manning. C'était pas mal lui mon joueur préféré quand j'étais plus jeune. Puis c'est ça. Puis ça a toujours été pas mal mon équipe. Puis éventuellement, les Colts sont devenus ce qu'ils sont devenus. Fait que quand j'ai ça, j'ai Ah, fait que changé t'as quitté le d'équipe. bandwagon des Colts une fois que Peyton Manning a pris sa retraite. Ben, une fois qu'ils l'ont Ouais, échangé. ouais. Non, c'est vrai, il l'avait libéré plutôt lorsqu'il avait signé avec les Ouais, ben Broncos. tu Et t'as sais, quitté le bandwagon. ouais, un peu. Ben, je pense que tu sais, l'équipe est devenue aussi un peu moins intéressante dans les dernières années. Puis, c'est ça, mon frère Benoît, c'est un fan des Colts. Puis, il est comme, moi, je suis un fan des Colts. Puis, je reste un fan des Colts jusqu'à la fin. Tu peux pas changer d'équipe de même, tu sais. Mais moi, c'est comme, ça dépend des années. Il y a des équipes qui sont super intéressantes. Mais j'ai vraiment un faible pour les Rams depuis quelques années. Je les aime beaucoup, comme tu l'as mentionné. Ouais, puis on va en profiter pour saluer Ben, ton frère, Oui. naturellement. J'espère qu'il va regarder l'entrevue. Puis, ouais, ben c'est ça. Fait que là, toi, là, t'es aux petits oiseaux, là, à l'approche de la saison 2025. Parce que t'es une fan des Rams, comme tu viens de le dire, mais ton joueur favori depuis plusieurs années, c'est Devante Adams, qui a signé avec les Rams au cours de la saison morte. Alors ça va te donner une raison de plus afin de suivre les Rams. Pourquoi Devante Adams? Comment il est devenu ton joueur favori? Ben, c'est ça, tu dis, je vais faire une petite nuance parce que tu dis plusieurs années, mais tu sais, on connaît Devontae Adams parce que c'est Devontae Adams, c'est un joueur exceptionnel. Tu sais, il n'y a pas besoin on n'a pas besoin d'expliquer, tu sais, il y a juste une carrière de fou. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que sur Netflix, plus sur Netflix, non, sur DAZN, pardon. Ils ont commencé à faire des émissions un peu pour parler des quarterbacks. Ça a été ça une saison. Puis là, je pense que l'année passée, c'était les C'est son receveurs. Netflix, ouais. C'est sur Netflix? OK, parfait. Ouais, ouais, Ben, ouais. dans le fond, ça veut dire que DAZN, c'est l'équipe qui suit. Ils suivent une équipe. C'est ça, je pense. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais, ils Avant font les des débuts de documentaires saison. en soi. Mhm. Ouais, ouais. Exact. The Hard Knocks. Fait que c'est Ouais. ça. Ouais, exact. Puis j'ai suivi, tu sais, j'ai vu Devontae Adams sur le dernier, là, sur les receveurs, puis j'ai juste comme tellement aimé sa personne. Moi, je suis quelqu'un qui est super humble dans la vie, qui aime pas les vantards, puis tu sais, dans la boxe, j'aime pas ceux qui font du trash talk, j'aime pas ça, tu sais, je suis comme, à chaque fois que tu fais du trash talk, tu sais, faut que tu back ce que tu dises après ça, puis Mm. je trouve ça Ça vraiment fait top. pas J'aime partie de mieux la comme boxe, être ça, dans le... justement. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Moi, c'est pas Mhm. mon genre. Vraiment pas. Fait que ça fait que Devontae Adam, justement, dans cette émission-là, tu sais, il reçoit des gens justement de l'école euh, avec, tu sais, pour ses enfants, tout ça. Il fait une fête d'enfants. Je pense que c'est la fête d'un de ses enfants. Puis genre, tout le monde est comme, ouais, tu sais, vous avez vraiment une belle maison, tout ça. Puis clairement, ils savent pas nécessairement c'est qui. C'est pas peut-être pas des fans de football, ces gens-là. Puis ils font comme,
Il dit, ouais, ben, tu sais, ils sont comment, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ah, ben, moi, je joue dans la NFL, tu sais. Puis là, genre, c'est quoi ton nom, Devontae Adams? Ils sont comme, OK, c'est toi, tu sais. Puis là, les gens, ils réalisent, tu sais. Puis lui, il est super, comme, posé, calme. Fait que j'ai vraiment apprécié son attitude. Puis il a vraiment un beau mental, tu sais, comment il se comporte. C'est ça. Je l'aime beaucoup pour ça. Je l'ai découvert, je pense, c'est ça, dans les 2 dernières années, un peu plus. Ouais, ben c'est ça qui est cool avec les documentaires, tu sais, qui nous montrent ben, les athlètes, là, le derrière de la scène d'une certaine façon. Tu sais, on apprend à voir leur personnalité. Tu sais, il y a des athlètes que ça fait peut-être des années qu'on regarde à la télévision et tout, mais tu sais, on les connaît pas. Puis là, de les voir comment ils sont dans la vie de tous les jours, des fois, ben, il peut arriver la même chose qui t'est arrivé. Ça fait en sorte que tu tombes en amour avec un athlète ou des fois, ça l'effet contraire. Tu sais, t'es un fan de cet Ouais, athlète-là, puis là, exact. plus t'en apprends sur lui, t'es comme, non, non, je pense pas qu'il reflète nécessairement mes valeurs. Je vais juste l'admirer sur le terrain ou dans le ring. Mais oui, puis Exactement. pour ce qui est des Rams, là, comment t'as fait là, pour changer ton allégeance? Bon, tu nous as expliqué les Colts après le départ de Peyton Manning. Là, tu te cherchais une nouvelle équipe. Donc, pourquoi les Rams? Comment t'as commencé à devenir une partisane des Rams? C'est-tu, v'là 3-4 ans? V'là 3-4 ans, je pense. Je sais pas, je pense qu'ils ont connu vraiment une bonne année. Puis il y avait Cooper Cup aussi qui avait fait une saison de fou. C'est-tu, v'là 3 ans? C'est toi qui le sais Ouais. plus, Ah, là. ça, c'est lorsqu'ils ont gagné le Le, Super Bowl, la grosse saison de Cooper Cup, ouais. Ben, en tout cas, c'est ça. Je pense que, genre, je suis devenue comme vraiment une adepte de cette équipe-là à ce moment-là aussi. Fait que c'est ça. Je pense que ça m'a juste montré que c'était vraiment une bonne équipe. Mais, tu sais, j'ai pas commencé à les suivre comme ils ont gagné le Super Bowl. Mais, tu sais, je sais pas, j'aimais vraiment la dynamique de l'équipe, tout ça. Puis, c'est une bonne équipe qui peut gagner le Super Bowl à chaque année, puis l'échappe à la fin. Mais, je les aime beaucoup. Puis, c'est ça, justement. Cooper Cup, il est parti, puis mais il est remplacé par Devontae Adams, fait que c'est ça qui rend ça encore plus intéressant. C'est vraiment excitant. Puis je pense qu'on s'en était parlé là, quand il faisait les échanges de joueurs à la fin de la saison Ouais. passée. Là, j'étais super emballée de ça. Là, fait que ouais, j'ai hâte que la saison commence. C'est vraiment le fun. Le football, j'adore ça parce que, pas pour me dire du hockey, mais tu sais, le hockey, c'est trop long. C'est de septembre jusqu'à Ah, juin, la ça saison, tu finit plus de trouves, ouais. finir la saison. Puis tu sais, ça fait en Hmm. sorte que les games de septembre à quasiment novembre sont peu importantes. Ils n'ont pas d'importance. Tu peux comme quasiment toutes les perdre puis quand même faire les séries, tu sais, si on pense aux Canadiens cette année. Fait que, je veux dire, avec le foot, chaque game compte. Chaque game est importante, puis les gars, ils donnent tout. Puis c'est ça, il y a une game par semaine, fait que c'est juste, ça rend ça vraiment comme t'as hâte que ça soit jeudi pour avoir la game du jeudi. Après ça, t'as hâte qu'on soit rendu Mhm. au dimanche. Puis mon chum, il écoute les games, il met DAZN, Red Zone, puis ça, j'ai de la misère à suivre. Là. Il y a comme 8 games en même temps dans l'après-midi. Mais j'aime bien regarder une game à la fois, puis suivre ça, j'adore ça. J'ai hâte que ça Ah commence. ben là, tu vas devoir développer l'habitude là, de regarder le Red Zone, là, parce que moi, je suis là à la co-animation avec Jasmin Leroux et Renaud Bourbonnais. Puis écoute, c'est Ah, génial, c'est là, le vrai? Red Zone, ça te perd. Ouais, Ben ouais, ben oui, oui. en français, sur le Ben, j'ai site pas le web choix. d'RDS. J'ai pas le choix de l'écouter parce que mon chum, c'est ça qu'il fait. Fait que, tu sais, à moins que je descende écouter sur l'autre télé en bas dans le sous-sol, mais Ouais. c'est juste que des fois, il se passe quelque chose, puis là, tu veux savoir la pénalité ou, tu sais, puis là, hop, ça change de game, puis là, t'es là, ah, maudit, tu voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans cette game-là. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je trouve ça étonnant, mais c'est le fun quand même parce que tu vois tous les jeux les plus excitants de la journée en Et rafale. Fait que voilà. c'est quand même vraiment hot. Non, non, c'est ça. Écoute, pour le Red Zone, la meilleure chose, c'est d'avoir deux écrans. Tu sais, d'avoir un match que tu veux regarder du début à la fin, justement. Puis, ben là, d'avoir sur un autre écran, justement, le Red Zone, là, ça te permet de voir tout ce qui se passe à travers les autres rencontres. Surtout à 13 h le dimanche, là, tu sais, il y a tellement de matchs en même temps. Puis, ils font un beau travail des fois, pour revenir derrière, pour montrer comment Mhm. l'équipe a inscrit le toucher ou comment elle a fait pour se rendre dans la zone critique. En tout cas, moi, j'adore le Red Zone, là. C'est pas juste parce Ouais. que je le co-anime, là, mais je trouve que c'est vraiment un bon produit. Ben écoute, on va parler là de ton prochain combat. Comme je le disais tout à l'heure, tu vas te battre le 27 juin à Québec. Tu vas mettre ta ceinture en jeu contre ton adversaire qui est une Française, LM McKhaled. D'ailleurs, la carte sera diffusée sur le réseau ESPN aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là, de ton adversaire et ben, justement à quel point tu as hâte là, à la présentation de ce combat? Ben, c'est un combat qui,
qui aurait pu avoir lieu bien avant ça si on fait le préambule de tout ce combat-là. Je sais pas si tu as suivi un peu sur les réseaux sociaux, conférences de presse et tout ça, mais on m'avait offert LM en décembre. Fait que pour le Mhm. combat de mars. Moi, j'avais accepté. C'est un beau défi. Je vais en parler après de la qualité d'adversaire que j'ai en LM. Puis finalement, elle avait accepté aussi la bourse qu'on lui offrait. Puis 2, 3 jours après, on dit ah, finalement, LM, elle demande trop d'argent, donc le combat est à l'eau. Fait que là, j'étais comme ben voyons, tu sais. C'est plate. Puis là, on m'avait offert comme 10, 15 autres filles. On avait demandé 10, 15 autres filles. Puis tout le monde disait non. Puis j'étais comme crime, je vais-tu finir par avoir un combat pour Max? C'était vraiment genre Sam, mon coach, il faisait des blagues. Puis il était comme hey, j'ai une bonne blague pour toi. C'est une fois, Layla, elle avait un adversaire. Là, il faut rire, tu sais, parce que c'est devenu un running gag à quel point c'était long de me trouver un adversaire. Puis personne ne voulait m'affronter. Puis elle avait accepté, fait que j'étais comme crime, c'est plate, tu sais. Pour moi, quand quelqu'un demande trop d'argent, c'est une façon de dire non sans dire non, tu sais. C'est une façon de Mhm. montrer ou tu sais, de peur finalement. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une magouille d'agent de son côté à elle. Son agent a comme pas été honnête. Il a demandé de l'argent de plus en son nom à elle euh, pour comme avoir de l'argent à lui dans ses poches et tout ça, alors que c'était pas vrai. Elle était super contente de la bourse qu'on lui offrait. Puis elle m'a contactée à la fin de février. Puis elle m'a dit hey, tu sais, Leïla, je voudrais savoir pourquoi notre combat est tombé à l'eau, j'ai jamais su. Puis j'étais comme ben, on m'a dit que tu demandais Ah trop oui. d'argent. Tu sais, elle dit ah, ben non, elle dit jamais. Puis elle m'a envoyé les messages et tout ça. Fait que j'ai dit écoute, LM, genre finalement, le combat de mars, le gala a été annulé au complet suite à une blessure d'un des main events, d'un des gars qui faisait le main event. Donc, ils ont annulé le show au complet. Et j'ai dit, regarde, le show, s'il est annulé ou, tu sais, ça se parlait, je pense qu'on va juste avoir une encore plus grosse opportunité de se battre, toi et moi. Ça risque d'être au centre Vidéotron, à Québec, une grosse tribune, ESPN, comme tu l'as mentionné. Fait que j'ai dit, garde, c'est vraiment plate ce qui s'est passé pour toi, mais comme on va juste avoir un plus gros combat, toi et moi, puis ça va être encore plus grandiose. Fait que finalement, tu sais, on a resté en contact. J'ai fait parler avec mon coach, avec Sam, tout ça pour les détails, puis on a préparé le combat, puis on en est là. Fait que c'est ça, c'est une super histoire, mais on est super contente de s'affronter les deux. Ouais, c'est vraiment particulier, puis, mais malheureusement, ça fait partie de la réalité de la boxe, ça. Tu sais, t'as parlé de magouille et tout. Puis là, finalement, heureusement, vous avez été en mesure de vous parler, d'entrer en contact. Tu sais, parce que peut-être le combat se serait jamais fait, là, si Mhm. vous n'étiez pas entrés en contact ensemble. Donc, c'est ça qui est malheureux des fois de la boxe, tu sais. Tu te demandes pourquoi, on se demande en tant que fan de boxe, pourquoi un boxeur ou une boxeuse est inactif ou inactive pendant un certain temps, puis des fois, c'est complètement hors de leur contrôle. Mais heureusement, Mhm. là, tu vas être dans le ring dans quelques semaines, le 27 juin. Alors, comment se passe ta préparation justement pour ce combat-là? Ben, c'est ça, tu sais, pour revenir sur mon adversaire, Hélène Mekaled, elle a affronté plusieurs excellente boxeuse dans les derniers mois, dernières années, je veux dire. Derniers mois, assez battu son dernier combat l'été passé. Donc, elle a affronté Delphine Persoon, qui était la numéro 1 à la WBC. Ensuite, elle a affronté Alicia Baumgartner, qui était la championne Mhm. incontestée, là, qui détient tous les titres de notre catégorie. Puis ensuite, Ouais. elle a affronté également l'été passé Chantel Cameron. Elle est montée de 2 catégories à 140 livres. Nous, on se bat à 130 livres. Puis elle est allée affronter Chantel l'été passé, puis elle a fait quand même une très belle performance. C'est une fille qui va de l'avant, qui est une guerrière, qui va frapper jusqu'à la dernière cloche. Puis tu sais, même dans son combat contre Alicia Baumgartner, elle s'est faite envoyer au tapis 2, 3 fois. Puis elle a fini le combat quand même vraiment fort. Fait que tu sais, elle a persisté jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. Je sais que j'ai affaire à une fille qui ne démordra pas jusqu'à la dernière cloche du combat, qui va être dans ma face, qui va vouloir, elle aime ça faire la guerre, mais je sais que j'ai la technicalité pour y résister, tu sais, battre cette fille-là. Fait que c'est ça. Comment la préparation va, elle va super bien. On est vraiment où ce qu'on veut être. On est dans les derniers 1000. C'est ça. Je pourrais pas être plus contente en ce moment de mes entraînements. Je repousse les limites. Pour vrai, tout va bien en ce moment. Fait que j'ai vraiment hâte au 27. Une fois que tu es un athlète dans un sport, tu peux comprendre mieux les athlètes d'autres sports, parce qu'il y a des choses Mhm. qui sont très similaires, ou qui sont même exactement les mêmes, mais quand même, chaque sport reste différent. Et aussi,
sais, parce qu'au football, il y a du monde tough, là, tu sais, pour jouer au Mhm. football. Mais quand tu es autour d'athlètes de sport de combat, une chose que j'ai remarqué, il y a des niveaux de toughness, tu sais. Puis c'est vraiment un autre monde, ça demande un autre niveau pour pratiquer, que Ouais, ce soit de la boxe, du Muay Thai. t'apprends sur toi en tabarouette à te gérer parce que c'est genre une Ouais. bataille mentale contre toi constamment là, à chaque seconde du combat ou à chaque seconde de ton conditionnement comme moi à matin, Mais là, c'est c'est ça, juste parce que t'es tout seul. t'as un autre round à T'es tout faire, puis là seul. t'es comme hostie, comment je vais faire pour l'autre round, mais tu le fais l'autre round après, tu sais, fait que c'est Ouais. vraiment tough, mais Ouais. c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est que t'es seul en plus dans un sport qui est vraiment tough, exigeant physiquement et mentalement, tu sais, comme tu viens de dire. Puis au football, c'est ça, là, tu sais, il y a quoi, une quarantaine de gars sur le roster la journée du match. Tu sais, tu vas dans le caucus après chaque jeu. Ben, tu sais, c'est en groupe qu'on vit ça, tu sais. Exact. Puis si tu perds, Ça je veux aide. dire, ouais, ça, puis si tu perds, tu sais, bon, l'attaque a pas fait le travail aujourd'hui, tu sais, même si on perd en équipe, mais dans ton fort intérieur, tu le sais, tu sais. Mais à la boxe, Mhm. c'est juste toi, là. Tu sais, donc, Mhm. après ça, puis tout le temps de préparation et tout, puis, tu sais, si tu perds, puis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est juste la personne dans le miroir que tu peux blâmer, entre guillemets. Fait que non, non, c'est un Exact. autre Mais ça niveau, en a tout du cas, moi. positif, ça, parce que moi, mettons, c'est ce que j'aime des sports individuels. Tu sais, j'ai joué au soccer, puis tu sais, je viens d'une petite place, Mhm. fait qu'il n'y avait pas du 3A, puis tout ça. On jouait avec le nombre de filles qu'on avait, puis il y en avait des hosties Ouais. pas bonnes. Puis, tabarouette que ça me fâchait de voir une fille en train d'attacher ses cheveux en jouant, genre, on est dans une game, hostie, puis on se fait attaquer, la fille attache ses cheveux, c'est comme, ah! Ou juste dans les pratiques, les filles se donnaient pas, puis tu sais, genre, moi, j'étais comme fucking intense. Tu sais, la gossante là, en éduc là, qui pense qu'elle est aux Olympiques, là, ça, c'était moi. Ouais, ouais, Mais tu ouais. sais, moi, j'aimais, Ben, j'aimais à ça me donner. Fait 110%, que, tu là. sais, fait que quand je suis dans une équipe de sport, puis qu'il y en a comme d'autres qui se donnent pas, moi, je suis comme, ça me fait chier. Fait que tandis que dans mon sport individuel, c'est moi contre moi. Fait que si moi, j'ai tourné les coins ronds, si j'ai manqué un entraînement, ben, c'est mon problème. Fait que tandis que, Ouais. genre, si je donne tout, ben, je sais que j'ai rien laissé derrière, puis que c'est ça, je laisserai rien au hasard le soir du combat. C'est ça. Ouais, non, sport d'équipe, sport individuel, c'est vraiment différent, là. Moi, j'avais fait de l'athlétisme quand j'étais jeune, c'est ça qui m'a amené au football. Puis, puis c'est ça, mais moi, ça m'a comme réconforté de jouer au football parce que l'athlétisme, c'est ça, je T'es tout trouvais ça seul. tough, parce que, Ouais. ouais, ben, tu sais, Ben, t'as ton club d'athlétisme, mais tu sais, quand tu perds, tu sais, je me suis à un moment donné, j'étais allé aux provinciaux, puis ça avait pas bien été. Puis, tu sais, je pleurais, puis tu sais, tout le temps d'entraînement que j'avais mis, j'avais trouvé ça mhm. tough. Mais en même temps, tu sais, ça t'aide à te bâtir une carapace. Fait que quand j'arrivais au football, je trouvais ça tellement facile parce que là, ben, t'as une gang de gars avec toi, t'es pas tout Ouais. seul. Tu sais, fait que c'est comme l'inverse un peu là, de qu'est-ce que t'as raconté, Mhm. là, tu sais. Ben, c'est En tout ça, cas, tu mais sais, écoute, mettons, ouais, j'aime ça avoir des partenaires d'entraînement. Fait que, mettons, Caro qui ouais, s'entraîne avec moi, tout ça. Parce que aller au ouais, gym tout seul, puis tu sais que tu vas, genre, suer ta vie, puis ça va être tough, c'est démoralisant. Mais quand tu as d'autres filles à côté de toi, comme tu dis, qui souffrent autant que toi, ça aide. Fait que, tu sais, c'est un sport ouais. individuel parce que, mettons, dans l'action, c'est moi qui est seule, mais quand on sue tout ensemble, ça aide aussi, ça, pour le mental. Ça, j'aime bien ça. Oh, ouais, puis surtout que tu sais, ce sont d'autres boxeuses qui ont la même drive que toi. Tu Mhm. sais. Fait que Exact. tout le monde, tu sais, vous vous poussez entre vous, tu sais, tout le monde a de la Ouais. drive. Fait qu'il y a personne, comme tu disais là tout à l'heure, qui va s'attacher les cheveux au beau milieu du workout ou quand tu joues au Ben, soccer, là, tu crois-le sais, ou tout le non, monde il est y a là des pour boxeurs qui sont performer. lâches. Exact, oui, c'est ça. Mais crois-le ou Ouais. non, il y a des Ah, boxeurs ben qui des sont lâches, il y vraiment en a lâches. partout. Ah, il y en a Mm. partout. Ça, j'ai pas de misère à te croire, là, du Mais monde lâche, là, il quand tu y en dis a comme partout. on est entouré de bonnes personnes qui, tu sais, qui ont les mêmes objectifs, qui poussent autant, Mhm. ben c'est sûr qu'on s'élève tout le monde. Fait que c'est pour ça que dans une équipe 3A, tu sais, ou comme toi, mettons, tu as joué à un haut niveau de football, quand j'étais jeune, j'aurais aimé jouer au football. Je l'ai pas mentionné tantôt dans l'entrevue, mais c'était un de mes rêves. J'aurais Ouais. tellement aimé, mais il y avait Ah, rien de il y ça en dans mon avait pas, coin. c'est. Pour les filles, non, il y avait rien de ça, ouais. Non, mais C'est. j'aurais joué avec les gars parce que moi, au soccer, j'ai joué avec les gars jusqu'à OK. 14 ans. Ouais, Ah j'étais la oui, gauleuse OK, de l'équipe. ouais. Je te jure, j'étais OK, la ah gauleuse de oui, l'équipe. Puis on OK. faisait rire de nous là, dans les tournois. Tout le monde était là, hostie, check-le. Je suis la seule fille de l'équipe, c'était moi, puis je gaulais, puis on gagnait. On Ah gagnait ouais, parce que ben je écoute, gaulais en moi, esti. ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Quand je jouais au football, c'était-tu dans le midget ou dans le bantam? Il y avait une fille qui jouait. Elle jouait running back. C'est la seule Ah, c'est fille, ça que c'est j'aurais la. voulu faire.
Ah ouais, ben ça, c'est la petite sœur Ouais, je sais pas si tu connais NC Charles, ça remonte à loin, là, t'es plus jeune. ça me NC dit Charles, rien. c'est un joueur de football. Je sais pas si tu savais, il y avait une équipe de football professionnelle à Montréal, la Machine de Montréal. Ça faisait OK. partie de la World League, mais ça fait longtemps, là. Moi, j'étais tout petit, là, genre, quand il y avait eu cette équipe-là. J'étais sûrement pas Puis née. NC Charles. Comment? J'ai dit, j'étais Qu'est-ce que ça dit? sûrement pas née. Non, non, possiblement. Je parle là, début années 90, je pense, la machine. Là. Tu sais, fin 96. année. 87, bon, ben c'est Moi. ça, ouais, c'est avant toi. Fait que Jacques Dussault était l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Wow. Euh, ouais, ça monte à il y a vraiment longtemps. Mais anyway, ça pour dire qu'NC Charles, c'est le seul Québécois au sein de l'équipe. Puis c'est ça, c'était sa petite sœur contre qui j'avais joué. Puis c'est ça, elle jouait running back. Mais à un moment donné, en montant de niveau, tu sais, avec l'âge, là, les gars, ils gagnent en maturité physique. Là, tu sais, c'est un peu trop pour elle, mais elle était tough là, tu sais, de jouer quand même. Tu sais, au niveau midget, là, tu sais, midget, c'est quoi? C'est 16-17 ans? Il me semble que son Ben, c'est midget ça, genre, que j'ai joué moi, le contre elle. soccer, là, rendu, tu sais, j'ai fait U10, U12 avec les gars. Puis, tu sais, même on Mhm. faisait un camp, là, puis ils sélectionnaient le goaler, puis ils retranchaient le gars parce que c'était moi qui étais meilleur Ah au oui! gars. Ouais. Mais rendu 14, tu sais, les gars, ils bottaient trop fort les ballons, là. Fait que, tu sais, j'avais beau Ouais. essayer de l'arrêter, genre, je mettais mes mains puis je mangeais le ballon en face de même, là. Fait que, ouais, ça faisait mal en maudit. Fait que j'avais comme fait, OK, non, faut que j'aille jouer avec les filles. Puis là, c'était le début de la fin. Genre, je te jure, des fois, je faisais une moitié de game sur le terrain, puis l'autre moitié comme goaler, parce que notre goaler était tellement poche. Puis Ah sur le ouais, tant terrain, que il n'y ça. avait pas assez de bonnes joueuses. Fait que j'allais faire une moitié, on commençait, on faisait des buts. Pour ça, j'allais dans les buts, puis je défendais ce qu'on avait gagné. Ça n'avait pas de bon sens, mais ouais. En tout cas, si j'avais Puis été dans une ville plus grande, comme Québec, Montréal, j'aurais peut-être pu jouer au foot avec une équipe de gars, justement. Et ça aurait été, j'aurais vraiment ouais. trippé. Ouais, ouais, ah, ouais, possiblement. Ben, j'en doute pas, j'en doute pas. Puis la boxe, ça a commencé à quel âge avant qu'on se quitte, là? Ah, Entre ma saison de soccer puis ma saison de ski, parce que moi j'étais une skieuse aussi de OK. compétition, de la course de ski. Euh, J'avais 17 ans et demi en secondaire 5. Puis une de mes amies, elle m'a dit, Hey, viens-tu essayer le cardio box avec moi? Puis moi, grande TDAH, là, H avec un grand H, hyper active. OK. J'ai dit comme ouais, tu sais, j'avais vraiment besoin de bouger. Fait que j'étais allée, puis j'ai vraiment trippé sur le cardio box, le petit entraînement, monsieur, madame, tout le monde, vraiment le fun avec du pad, du Ouais, sac, puis ouais, tout. J'ai commencé à faire ça ouais. du lundi au mercredi, vraiment de façon assidue. Puis éventuellement, après Noël, j'ai vu l'équipe de compétition s'entraîner un soir. Puis la boxe amateur, je connaissais pas ça. Mon père était un grand fan de boxe pro. Euh, Mhm. puis, tu sais, je connaissais Lucien Boutet, tout ça. On allait voir ses combats avec même Jean-Pascal, tout ça. Mais Ouais. en boxe amateur olympique, je savais même pas que ça existait. Puis quand j'ai vu ça, je fais, hey, shit, je veux essayer. Puis j'ai essayé, puis j'ai complètement délaissé le ski après ça. Fait que j'ai fait mon premier combat de boxe, j'avais 18 ans. OK. Ah, cool, cool. As-tu gagné ton Ouais, premier combat? Ah oui, oui. ouais. OK. Nice, Ouais, une bonne nice. guerre, là. Ah oui. Ouais, ouais. Dès le son de la cloche, là, ouais. Ouais, Bon, c'est ben ça. c'est Ben, les bon. premiers combats, c'est pas mal tout le temps des gardes de vue. Mais ouais. Ouais, ouais, non, t'as tellement de nervosité, là, tu sais, là, avec... c'est ça. Ah ben c'est bon, ben écoute, hey, je vais te laisser y aller, puis en plus, Guillaume, qui est là, puis là, lui, il a des choses à faire, puis on n'arrête pas de jaser, là. Ah, c'est bon. Merci Fait- beaucoup encore. C'est super le fun. Un peu d'actualité de la NFL maintenant, Didier. Le demi de coin, Jerry Alexander, a signé avec les Ravens de Baltimore, Didier. C'est une excellente nouvelle pour les partisans des Ravens. Ils ont vu leur équipe être quoi, 31e contre la passe l'année dernière dans la NFL. Jerry Alexander, ça peut donc pas nuire. Non, non, ça peut pas nuire, et puis... Je sais pas si t'as vu sur ton épaule, à côté de ton épaule droite, je crois, à ta droite, Non? de ce côté-là. Non, 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 ah, ok. Peut-être c'est moi qui hallucine. Je croyais avoir vu le Bigfoot qui OK. était là tout à l'heure. OK. Je pense que c'est Guillaume qui nous joue des tours, là. OK. Ouais, comme s'il se promenait derrière toi. Ouais, Jerry Alexander, anciennement des Packers de Green Bay, signé avec les Ravens de Baltimore. Puis là, si je me fie à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux à la suite de sa mise sous contrat, ben les Ravens s'en vont au Super Bowl. Là, c'est aussi simple que ça. Puis tout le monde dit, wow, Ouais. il est mis sur la meilleure tertiaire de la NFL. Mais on semble oublier qu'Alexander, ben, lors des 2 dernières saisons, il la prépare, si je me souviens bien, à seulement 14 matchs.
en raison de blessures. Il est constamment blessé. Oui, c'est un demi-coin de talent, mais si c'est pas sur le terrain, tu peux pas aider ton équipe. Puis les Packers ont raison finalement de le libérer, parce que lorsqu'on regarde le montant pour lequel il a signé avec les Ravens de Baltimore, ben, c'est moins d'argent qu'il aurait fait si les Packers avaient gardé sous contrat. Alors, il n'était pas aussi en demande qu'on pouvait le croire. Alexander, encore une fois, il est très talentueux, mais le fait qu'il est constamment blessé, ben, ça fait diminuer sa valeur. Toutefois, s'il est en mesure de prendre part à la grande majorité des matchs, il est un des bons demi-coins de la NFL. Alors effectivement, oui, les Ravens pourraient miser sur une des meilleures tertiaires de la Ligue si tout le monde peut rester en santé. On se rend compte que le marché est quand même pas si élevé que ça. Jalen Ramsey, on n'a pas trop de nouvelles nous, aussi. Oui, C'est quand même c'est vrai. fascinant de voir ces deux joueurs-là qui sont vraiment des vedettes là, dans la NFL ou qui étaient des vedettes, des joueurs étoiles il y a quelques années, ben, qui ont de la difficulté quand même. Ben, de la difficulté, je pense pas qu'ils ont de la difficulté, mais ils ont de la difficulté à avoir ce qu'ils recherchent, je pense, au niveau de la NFL. Et pour la histoire de Jerry Alexander, c'est un coéquipier à l'Université Louisville de Lamar Oui. Jackson. Donc, il y a eu un peu de Lamar Jackson, là, qu'on dit entre les branches, qui a fait un peu de pushing là, pour qu'on signe son ami, qui ont été repêchés la même année, d'ailleurs, dans la NFL, Lamar Jackson et Jair Alexander. Ouais, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, le Mark est allé accueillir Jerry Alexander lorsqu'il est arrivé au centre d'entraînement des Ravens de Baltimore. Centre d'entraînement qui est vraiment de toute beauté. En passant, j'étais allé il y a quoi, il y a 2 ans, lorsque les Ravens ont perdu en finale d'association contre les Chiefs. J'avais eu la chance d'aller couvrir la rencontre sur place. Puis je suis arrivé quelques jours à l'avance. J'avais couvert un des entraînements des Ravens. Écoute, leur centre d'entraînement, ça a l'air d'être une forteresse. C'est toute beauté, là, l'architecture, en tout cas. Ouais, on était vraiment à un autre endroit, on va dire, là, à Baltimore, leur site d'entraînement. L'entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, s'attend à ce que le choix de première ronde du dernier repêchage, Josh Simmons, et le receveur Rashee Rice prennent part, soient présents au camp d'entraînement de l'équipe dès le jour 1. Ça, c'est deux excellentes nouvelles pour les Chiefs de Kansas City. Oui, on vient d'assister au retour de Bigfoot pendant que tu Ah, disais ouais. la nouvelle des Chiefs. Ah, non. Ah, il est Ah, OK, disparu, il est retourné dans la forêt en OK. arrière. Ouais, ouais, il est retourné dans la forêt. Ah OK, oui, c'est c'est vraiment bon. une bonne nouvelle pour les Chiefs de Kansas City. Parce que, bon, Josh Simmons avait été choix première ronde des Chiefs au mois d'avril dernier. Et l'année dernière, lors du 4e match de la saison des Buckeyes d'Ohio State, si je me souviens bien, il a subi une grave blessure. Il s'est déchiré le tendon rotulien à un genou. Et puis là, on nous dit qu'il va être prêt pour le début du camp d'entraînement. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'il y a bien des gens qui croient que Simmons était le bloqueur à gauche le plus talentueux du repêchage. Malheureusement pour lui, il a subi cette blessure-là. On sait à quel point on a eu des ennuis à protéger Patrick Mahomes tout au long de la saison dernière. C'est une des raisons pour laquelle on a perdu le Super Bowl contre tes Eagles. Donc, d'avoir Simmons là dès le début du camp d'entraînement en santé, ça c'est un gros plus pour la ligne à l'attaque et pour Patrick Mahomes du côté de Kansas City. Et c'est la même chose d'avoir Richie Rice qui va être prêt à entamer le camp d'entraînement. Richie Rice, qui a gagné la confiance de Mahomes dès sa saison recrue. Et puis on sait qu'on n'est toujours pas super bien nanti, je trouve, à la position de receveur de passe du côté de Kansas City. Travis Kelce va être un an plus vieux aussi. On va voir quel genre de saison il va connaître. Mais ça, ce sont deux bonnes nouvelles pour Patrick Mahomes et les Chiefs. On pourra avoir une vraie bataille au camp là, pour les partisans, pour les fantasy, les fervents fantasy. Êtes-vous de type Worthy ou de type Rise en début de saison? Ça va être vraiment deux camps bien séparés, Didier. J'ai bien hâte de voir. Ouais, la chose avec Xavier Worthy, c'est. Euh, tu sais, écoute, il a couru un 4-2 aux 40 verges, très rapide et tout. Mais c'est pas comme ça on l'a vu attraper des passes dans les zones profondes. Tu sais, il a un petit gabarit. Alors, lorsqu'il fait des jeux, tu sais, c'est souvent sur des jeux gadgets, sur des jeux renversés, Mhm. ainsi de suite. Bon, sur les passes-pièges. Mais c'est un peu limité qu'est-ce qu'il peut faire. Du moins, là, bon, c'était une recrue, c'est sa première année. Mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir progresser en tant que receveur de passe. C'était pas aussi la tasse de thé de Rashee Rice. Je pense peut-être qu'un gars comme Hollywood Brown pourrait avoir son utilité dans cette attaque-là. Ça reste à voir. Et je voulais ajouter une dernière nouvelle, Didier. J'ai vu passer ça ce matin. Aaron Rodgers a mentionné au show de Pat McAfee hier qu'il avait signé un contrat Hmm. d'1 an parce qu'il croit que ce sera sa dernière année. Je sais que c'était pas dans notre plan, dans notre conversation, dans notre plan de podcast, mais juste pour avoir ta réaction, Didier, est-ce que tu crois que ça va être la dernière année d'Aaron Rodgers? On pourrait dire enfin.
Ben, t'es âgé de 41 ans. Il a signé un contrat d'un an seulement avec les Steelers de Pittsburgh. J'ose croire que oui, on va voir là, le genre de saison qu'il va avoir. Peut-être qu'il va avoir une saison magique à la Brett Favre lorsque Favre s'est joint aux Vikings du Minnesota. Qui sait? Ça reste à voir. Mais à 41 ans, s'il avait dit le contraire, ça avait dit non, non, je veux jouer pendant un autre 5 ans. Ça aurait été encore plus surprenant pour moi. Là. Ça aurait été vraiment une grosse nouvelle, mais c'est pas le cas. Puis Aaron Rodgers, est-ce qu'on peut prendre une pause d'en parler, là? Jusqu'au camp d'entraînement, à tout le moins. J'ai fait exprès pour t'en parler, justement parce que je sais que tu es tanné d'en parler. On passe maintenant à la minute des fans. Maintenant, on a une question de Mathieu qui nous écrit suite au dévoilement du calendrier de la saison régulière euh, de la NFL, Didier, j'ai vu sur les réseaux sociaux les distances que chaque équipe doit voyager durant la saison régulière. Est-ce que ça se peut vraiment, est-ce que ça peut vraiment avoir une influence, pardon, significative sur la performance d'une équipe? Par exemple, l'équipe qui voyagera le plus sont les Chargers avec 37 086 000 versus les Bengals avec 8 753 000. Ouais, c'est une très bonne question, hein, parce que les Chargers, eux, ils vont même jouer au Brésil. D'abord, Mathieu, oui, merci pour ta question. Je sais, ça fait quelques semaines qu'ils nous l'avaient envoyé. Ouais, non, non, ça peut avoir un impact. Comme je disais, bon, les Chargers, eux, ils vont aller jouer un match au Brésil, mais ça va devenir quelque chose de régulier, ça, dans la NFL, parce que je lisais même, on parlait peut-être éventuellement, tu sais, d'avoir une division européenne, carrément, là, du côté de la NFL. Roger Goodell, lors de la semaine du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans au mois de février dernier, il a dit ouvertement que son objectif, c'était d'avoir un match international par semaine, d'en avoir 18 matchs internationaux. Là. Chaque semaine, lui, c'est ce qu'il souhaite. Alors ça, c'est quelque chose qui va juste devenir une tendance du côté de la NFL. Mais oui, ça peut faire une différence. Effectivement, les voyages, tu sais, je parlais, bon, des Alouettes, qui la semaine dernière avait une semaine courte, sont allés à Edmonton. C'est quand même un vol de près de 5 heures là, de Montréal à Edmonton. Alors oui, ça peut faire une différence. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même Prochaine temps, question les maintenant. Bengals, ouais, excuse-moi, Oui, les Bengals qui, vas-y, eux, vas-y. bon, vont voyager beaucoup moins, mais le fait qu'ils n'ont pas de défense, ça ne veut pas dire que les Bengals vont avoir une meilleure saison que les Chargers parce qu'ils voyagent moins. Il y a ça aussi. Hein. Et les Bengals, on sait qu'ils ne veulent pas dépenser de toute façon. Ou ils veulent dépenser, Non, non, mais le moins c'est ça doit Oui, faire leur affaire de ne pas voyager beaucoup, de ne pas aller loin. Là. Ouais. exactement. Exactement. Ils vont sauver de l'argent avec Shamar Stewart, puis le voyagement, c'est l'année prochaine. Ils veulent sauver de Mhm. l'argent. On commence pas ça non plus. Prochaine question, Didier, ça nous vient de William. Sortons notre boule de cristal, Didier, parce que William nous a envoyé plusieurs questions. La première, même s'il est encore tôt, est-ce que les Bills vont enfin remporter le Super Bowl cette année? Ouf! Ouais, ben merci William pour tes questions. Ben, il est tôt encore. C'est encore tôt là afin de se prononcer. Super Bowl va juste avoir lieu au mois de février, mais je pense que les Bills sont encore une fois des favoris afin de participer au match ultime. Ils sont les favoris afin de terminer au premier rang de la section S de l'association américaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, tu sais, les Bills, est-ce qu'ils peuvent battre les Chiefs en éliminatoire? Hein? Tu sais, ça en vient tout le temps à ça. Donc, les Bills sont des aspirants au Super Bowl. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'ils vont remporter finalement le Super Bowl? Ben, ça, écoute, il est trop tôt là, pour se prononcer là-dessus. Je ne suis pas prêt à me mouiller à prédire que Buffalo va finalement gagner le premier Super Bowl de son histoire, là, surtout avec toutes les déconfitures qu'il y a eu au cours de l'histoire de la concession en éliminatoire. On est le 25 juin. C'est tôt, effectivement, mais moi aussi, je pense qu'on va voir quand même les mêmes équipes au haut du classement dans l'association américaine. Les Ravens, les Chiefs, les Bills, c'est toutes des prétendantes au Super Bowl maintenant. Comment tout ça va se dessiner, c'est un peu tôt à dire, mais je pense on aurait pu remplacer le mot Bills de Buffalo par Ravens de Baltimore aussi. Je pense qu'on attend le Super Bowl de Lamar Oui, Jackson à Baltimore. Donc, ça va être des bonnes équipes. Reste à voir maintenant comment c'est ça. C'est juste un match en éliminatoire, la NFL, hein. C'est rempli de surprises parfois. Et c'est ça la beauté c'est ça la beauté de ce sport-là, de ce jeu-là. Prochaine question, William, tu avais quelques questions de sous-questions également. Le fait que les joueurs de la NCAA sont maintenant payés, est-ce que les joueurs qui sont repêchés ont l'avantage lors des négociations?
Non, parce que ça n'a pas d'impact avec les négociations une fois qu'ils sont dans la NFL. Là. On regarde Shamar Stewart, ça ne lui donne pas plus de pouvoir de négociation. Par contre, où ça peut avoir un impact, c'est que les joueurs peut-être vont pas se sentir aussi pressés qu'avant de se rendre admissibles pour le repêchage de la NFL. Tu sais, je parle de joueurs surtout qui ont des situations familiales où ils n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que là, tu as des joueurs qui deviennent des millionnaires. OK, au niveau du football universitaire américain. Je disais, là, il y a le carrière de l'Université South Carolina dont le nom m'échappe. Écoute, il aurait pu signer un contrat NIL de 2 ans pour une valeur totale de 8 millions de dollars. Alors, tu sais, pourquoi t'empresser d'aller dans la NFL? Il y a des joueurs là, qui vont devenir millionnaires au football universitaire américain sans même être repêchés, sans même avoir une carrière dans la NFL, parce qu'ils sont des excellents joueurs au football universitaire américain. Alors, pour moi, tu sais, si tu n'es pas garanti d'être un choix de première ronde, pourquoi te rendre admissible pour le repêchage de la NFL si tu peux faire à la position de carrière 4 à 5 millions par année en signant un NIL? Je donne par exemple le carrière Quinn Ewers, ok, ancien carrière de l'Université de Texas. Il a été repêché par les Dolphins de Miami le printemps dernier, mais il a été un choix de 7e ronde au repêchage. Moi, je n'avais pas compris pourquoi Ewers. OK, je sais qu'il y a Arch Manning à l'Université de Texas, Marc-André, qui va être le carrière partant, mais il aurait pu changer d'école. Pourquoi pas transférer, puis faire 4 millions, empocher 4 millions? Là, en tant que choix de 7e ronde des Dolphins de Miami, il va faire beaucoup moins d'argent. Ça fait pas de sens. Alors pourquoi se presser afin de se rendre admissible au repêchage de la NFL? Donc ça, j'ai hâte de voir. Maintenant que les joueurs sont payés, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se montrer plus patients, qui vont décider de rester à l'université s'ils ne sont pas assurés d'être un choix de première ronde pour maximiser leurs revenus? Parce que ça, c'est de l'argent qui peut changer ta vie. Là. Si tu te mets pas à dépenser ton argent, à acheter des chaînes, à acheter des voitures et tout, si tu places ton argent et puis tu le fais fructifier, ben là, tu peux être correct pour le restant de tes jours. Alors moi, c'est ça, j'ai hâte de voir, est-ce que il y a des joueurs qui vont choisir de retourner à l'école afin de faire fortune et également d'augmenter leur valeur, de revenir pour une année additionnelle et puis de connaître une bonne saison, puis de devenir un choix de première ronde. Et finalement, William nous demande si nous allons aller voir le film Madden avec Nicolas Cage. Ah, j'irai pas le voir au cinéma. Toi, est-ce que tu vas aller le voir au cinéma? Mais j'ai l'intention de le voir éventuellement, là. Parce que j'ai juste vu les J'aimerais le photos. voir, Ouais. Puis Christian Bale mais également, là. ouais, Euh, Christian Bale, qui va jouer le rôle là, de Al Davis. Tu sais, je suis pas un fan des biopics, là, comme on appelle en anglais là, des biopics, tu sais, des films qui résument la vie des gens, parce que je trouve que les documentaires font un meilleur travail, puis c'est toujours romancé, là, tu sais, quand c'est des films. Mais ça m'intéresse à cause seulement de Nicolas Cage qui va jouer le rôle de John Madden et de Christian Bale, qui est tout un acteur dans le rôle d'Al Davis. Donc ça, je vais le voir éventuellement, mais ça va être quand ça va être disponible en streaming. moi aussi, le cinéma, je mets ça sur la faute du temps. Je pense pas avoir le temps d'aller au cinéma pour voir ce film-là, mais je vais assurément Ouais. trouver une façon de le voir, là, qu'est-ce qui va le sortir. Il y a un ovni maintenant. Lorsqu'il Ah, va mais attends! sortir, euh, lorsqu'il va être disponible sur les Ah, plateformes ou à la maison, là. ouais, c'est quand la dernière fois que t'es allé au cinéma, toi? Moi, ça fait très long. Écoute, je me souviens même pas de la dernière fois que j'étais au cinéma. Puis avant la pandémie, j'allais régulièrement et tout. Puis c'est comme si j'ai perdu cette habitude-là, là, maintenant, d'aller au cinéma depuis la pandémie. C'est une très bonne Juste question. Ouais, puis les films Ouais, sortent rapidement en streaming. Tu sais, faut juste être un peu ouais. patient. Puis c'est ça, écoute, je suis même pas capable de me souvenir du dernier film que je suis allé voir en salle. Sérieux. Je Et avant, suis j'y allais peut-être, régulièrement, je comme je sais te dis. pas. Moi, je sais que je veux aller voir ma petite fille de 2 ans et demi trip sur Gabi, la maison magique, là, Gabi's Dollhouse. Je sais que le J'ai film aucune sort idée le c'est 20, quoi. Tu viens de me perdre le 20, complètement. mais il y a un film qui sort le 27 septembre. Donc, je pense que ça va peut-être être, je m'étais dit que ça se pourrait être ta première expérience au cinéma avec Gabi. C'est quoi, Gabi et Mais la pour maison moi, magique? ouais, Gabi's Dollhouse, C'est ça. c'est sur Netflix. OK. C'est une histoire de chats là-dedans. Il y a des chats qui font du bricolage, qui font de la bouffe. Bref, Gabi, elle a une maison, disons, ben, une maison magique, là, bref,
un peu ça l'idée. Wow, Mais bref, ça c'est c'est pour vraiment enfants. une réponse de père de famille, ça vraiment. Mais le dernier film, c'est vraiment une bonne question. Il aurait fallu que j'y pense avant, avant le podcast, parce que je trouve pas moi non plus. C'est bizarre, en fait. Sérieusement, je suis C'est pas triste un capable de me peu. souvenir du dernier film que j'ai vu au cinéma. Mais toi, est-ce que c'est comme moi? Est-ce que la pandémie a changé tes habitudes à ce niveau-là? Ouais, puis un peu comme toi, je trouve déjà qu'on voit des annonces de films qui sont au cinéma, puis 3 semaines, un mois plus tard, ils sont déjà, ben là on disait en DVD à l'époque, mais ils sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming. Comme le film de Mario, par exemple, j'aurais peut-être voulu aller voir le film de Mario, mais ça a été hyper rapide avant qu'il soit disponible sur Amazon ou sur Netflix. Donc maintenant, on n'en voit plus l'intérêt. Moi, je pense qu'on pourrait quand même, tu sais, lorsqu'on allait voir des films, c'est ça, les films sortaient peut-être 4 ou 5 mois après, là, ça crée peut-être un engouement pour aller au cinéma. Mais un peu comme toi, je pense que ça a peut-être contribué, la pandémie, oui, mais surtout ça, le fait que les films maintenant sortent rapidement là, sur les plateformes de streaming. Et c'est souvent, quand tu as la plateforme de streaming en tant que telle, c'est souvent gratuit. Ouais, puis en plus, t'as deux jeunes enfants, donc c'est pas évident là, de prendre un 2, 3 heures et d'aller au cinéma. Là, ouais. En Exact. plus, tu veux pas laisser ta conjointe s'occuper avec des enfants, puis bon, ben ok, moi je vais aller voir tel film. Là. Ouais. Ouais, ouais, exact. Écoute, pendant que tu parles, j'essaie de me rappeler que c'est quoi le dernier film, puis comme je cherche fort dans ma Hey, tête, puis je le trouve pas. je suis pas capable, moi non plus, sérieusement, je suis incapable d'y penser. Sérieusement, je pense que c'est le dernier Spider-Man, mais ça se peut pas, ça remonte à trop longtemps. Et Avec mon petit je frère, je suis dois allé te voir des retourner depuis. Marvel. Star Wars, Écoute, peut-être. Rogue One. Je suis allé le voir au cinéma. Mais tu sais, on ah s'entend, ben là, c'est Rogue vieux, One, ça là. fait longtemps, là. Ben ouais, là, attends. Ouais. J'espère que t'es allé depuis Rogue One quand même, là. C'est pire que Ouais. moi si c'est ça. Bon, en tout cas, ça pour Ouais, dire en tout cas. que on va streamer le film portant sur un Madden et Al Davis. Ceci dit, si Monsieur Guzzo écoute, on est toujours disponible pour aller au cinéma, s'il veut nous commanditer et tout, là. On dit pas que le cinéma c'est mal. Je Ben sais pas s'il oui. y a encore des cinémas Guzzo. Ouais, exact. Je sais pas, ça existe toujours, j'imagine, ce Gouzeau Ouais. qui, souviens-toi, là, qui était intéressé à acheter les Alouettes lorsque les Alouettes étaient Mhm, en vente. Alors, s'il a toujours un mhm. intérêt pour le football, peut-être qu'il pourrait commanditer le podcast. Qui sait? Exactement, Comme ça, exactement. on va pouvoir aller au cinéma gratuitement. Ça serait pas une mauvaise chose. Tout On- d'abord, on va devoir trouver le temps pour aller au cinéma. Ça, c'est autre chose, par contre. et si Monsieur Guzzo veut nous commanditer, on jure d'effacer ce segment-là où ce qu'on dit qu'on va pas au cinéma. Ouais, c'est ça. On va faire un Ouais, effort pour aller au cinéma si on est ouais, commandité. exactement. Ben écoute, on Exactement. va se tourner maintenant vers le fantasy football. Écoute, la saison, mine de rien, là, les camps d'entraînement vont commencer dans un mois, là, Marc-André. Tu sais, on est à la fin juin maintenant. Les camps d'entraînement commencent à la fin Exactement. juillet, donc ça s'en vient, là, ça s'en vient. Alors, tu as préparé, tu nous as dévoilé ton classement des receveurs, des positions 1 à 40 lors des 2 dernières semaines. Mais là, tu veux nous parler de sleepers à la position de receveur de passe, donc des joueurs qui n'étaient pas dans ton top 40, mais tu crois qu'ils ont quand même un bon potentiel en vue de la prochaine saison de Fantasy Football. À commencer par Josh Downs, le receveur de passe des Colts d'Indianapolis, qui, dans les classements fantasy, est à la position numéro 48, donc hors du top 40. Il faut dire qu'entre la semaine 4 et la semaine 11 l'année dernière, Josh Downs a obtenu une moyenne de 15,8 points fantasy en format PPR. Il a été ciblé l'année passée d'idée 28 sur 28 de ses tracés lorsqu'il était sur le terrain. Ça, 28 pour vous donner une idée, c'est énorme. Il est seulement derrière Puka Nacua, Nico Collins, Malik Neighbors et C.D. Lamb, donc les 5e dans la NFL. Ça veut dire que Josh Downs, quand il était sur le terrain, il était la cible de prédilection des quarts des coachs la saison dernière. L'année dernière, il a été utilisé seulement presque uniquement comme demi-inséré. Il n'a jamais vraiment été utilisé en formation à 2 receveurs. C'est ça vraiment qui faisait mal dans son cas. On ne le voyait pas en formation à 2 receveurs sur le terrain. Je pense que ça peut changer parce que je pense que Josh Downs est le receveur le plus talentueux des Colts d'Indianapolis en ce moment. Son niveau de séparation avec la défense, les demi de coin, les demi-défensifs, il est élite. Donc, pour moi, Josh Downs, c'est sûr qu'il va avoir une question de carrière. Qui va lui lancer le ballon? Et je pensais jamais dire ça. Et je pense que Daniel Jones, c'est une meilleure option pour lui lancer le ballon, pour connaître du succès fantasy qu'Anthony Richardson. Mais je pense que Josh Ouh, Downs, là, vous pouvez hot repêcher take, ça. hot take. Ouais, 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 Ben ouais. non, non, Ben, je pense que ça serait mieux là, que Daniel Jones.
que Josh Downs, mais si on parvient à lui fournir des ballons, si on parvient vraiment à le voir davantage sur le terrain, parce que lorsqu'il est sur le terrain, il est explosif. Je pense que Josh Downs, là, il va être assez, pas gratuit, hein, on va être un choix de 10e, 11e ronde de vos poules fantasy. Je pense que c'est un joueur qu'on dit en anglais du upside, là, qui a un beau potentiel. Ouais, je sais pas si tu as vu lors des derniers jours sur les réseaux sociaux, apparemment, là, les gens qui suivent les activités quotidiennes des coachs, les reporters, ils disent que Daniel Jones a une longueur d'avance présentement Ouais. sur Anthony Richardson, là, mais en même temps, Richardson n'a pas participé au minicamp, donc c'est un peu normal, là. Mais en tout cas, ça va être Mhm, quelque chose à surveiller pour le meilleur comme pour le pire, cette bataille entre mhm. Anthony Richardson et Daniel Jones. Je suis pas certain qu'il va y avoir un gagnant. Peut-être qu'on sera tous perdants à la suite de cette bagarre-là. Mais ça pour dire, oui, Josh Downs, on en parlait la semaine dernière, les coachs ont du talent, mais sa position de carrière, tout dépend de la position de carrière, même la production de Josh Downs en termes de fantasy football. Maintenant, Jaden Higgins, un nouveau venu, un choix au repêchage des Texans de Houston, puis déjà, là, il y a du buzz entourant Jaden Higgins, un ancien des Cyclones de l'Université Iowa State. Mais, mis à part c'est Tarawa Macmillan qui a été repêché en première ronde, si on regarde dans les receveurs recrues, les receveurs qui ont le chemin le plus facile pour obtenir du temps de jeu de qualité ou de façon régulière dans la NFL, mais je pense que Jalen Higgins est en haut de la liste parce qu'on le voit déjà opérer comme receveur numéro 2 avec la première unité des Texans au camp d'entraînement des Texans. Oui, et les Texans, là, ils nous ont offert quand même une petite idée du potentiel ou qu'est-ce qu'ils pensent vouloir faire avec Jaden Higgins en lui offrant un contrat complètement garanti, au complet, 100% garanti. C'est une première pour un choix de deuxième ronde dans la NFL. Donc, Jaden Higgins vraiment crée un précédent. On voit gros vraiment en Jaden Higgins avec les Texans de Houston. On le dit, receveur de 6 pieds 4, 215 livres. On le compare à Drake London et même à son coéquipier maintenant, son nouveau coéquipier Nico Collins avec les Texans de Houston. L'année dernière, à Iowa State, 87 catchs, 1183 verges, 12 touchés. C'est un gros receveur qui a une grosse présence. J'ai hâte de voir encore là comment ça va se dessiner au camp. On a repêché son coéquipier également, Jalen Noel. Mais je pense que Jaden Higgins a une longueur d'avance pour obtenir. Et s'il devient le receveur numéro 2 des Texans, et si on prend pour acquis que CJ Stroud va connaître une meilleure saison, va avoir une saison un peu plus productive qu'à l'année dernière, mais je pense que Jaden Higgins, ça peut s'avérer un très bon choix. Ouais, parce que Higgins et Noel, ils vont obtenir du temps de jeu cette année. Il n'y a personne d'autre, là. Tu sais, mis à part Nico Collins, bien sûr, mais avec la blessure à Tank Dell, le départ de Stephen Diggs, la voie est libre, là. C'est la raison pour laquelle on les a repêchés. Donc, ouais, il pourra avoir l'opportunité d'être productif, mais tout va dépendre de la ligne à l'attaque, encore une fois, que je suis pas convaincu qu'elle est améliorée là, du côté des Texans. Maintenant, Darnell Mooney des Falcons d'Atlanta, anciennement des Bears de Chicago, si je me souviens bien, Darnell Mooney. Alors, il a ajouté une dimension de rapidité qui manquait là, au groupe de receveurs des Falcons la saison dernière. On le repêchait l'année dernière comme receveur numéro 69 au niveau fantasy, donc Oh. on le repêchait pas. On l'a acquis sur notre fil de joueurs autonome. Il a terminé comme la saison comme receveur numéro 28. Et je pense aussi que c'est un joueur qui est passablement euh, pas cher en ce moment au niveau fantasy, qui pourrait insérer un top 30 là, si évidemment les planètes s'alignent comme il faut. Faut pas oublier l'année dernière que Darian Mooney d'idée a obtenu 992 verges, donc presque 1000 verges et 5 touchés en 16 matchs. Si tu lui ajoutes un match, on pourrait dire qu'il aurait potentiellement atteint le plateau des 1000 verges. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'on dit déjà du côté des Falcons qu'on veut l'impliquer davantage cette saison dans l'attaque aérienne des Falcons. C'est ce que l'entraîneur des receveurs de passe, Ike Hilliard, ça vous sonne une cloche, c'est un ancien receveur Wow! également. Là. C'est des Ouais, Giants, ouais, ouais, notamment, ouais. On remonte à loin, exactement. C'est là. l'entraîneur Ouais. le retenant de receveur des Falcons qui a dit qu'il voulait l'impliquer davantage. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 7 matchs de plus de 80 verges. C'est un choix de 10 ou 11e ronde, lui aussi, en ce moment. Il est dans une bonne attaque, ou qu'est-ce qu'on croit qu'il va être une bonne attaque, même sous Michael Penix. Donc, je pense que Darian Mooney, ça peut être une option. On parle de sleeper ici. Là. On parle de joueurs qui pourraient vous être utiles au niveau fantasy.
Ouais, parce que Darnell Mooney, l'année dernière, il était la menace verticale des Falcons d'Atlanta. Je sais qu'on mise sur Drake London, mais Drake London n'est pas reconnu. C'est un excellent receveur de passe, mais il n'est pas reconnu pour sa rapidité. Il réussit à les attraper contestés. Mais Mooney, ça a été une belle mise sous contrat, ça, du côté des Falcons. Maintenant, Marvin Mims, des Broncos de Denver, ancien receveur de l'Université d'Oklahoma. Tu crois que lui pourrait être productif cette année, là? On dirait que Sean Payton voulait que Marvin Mims gagne du galon au fil des années. Ça va être déjà sa troisième saison cette année, le Marvin Mims avec les Broncos. Il avait été Il a le été premier utilisé. joueur sélectionné. Excuse-moi, t'as drôle, il avait été le premier joueur sélectionné par Sean Payton. Lors Exactement. du premier repêchage de Payton, ils n'avaient pas de choix. Les Broncos n'avaient pas de choix de première ronde. Puis Mims a été le premier joueur sélectionné par Payton. Ok, j'ai fini de t'interrompre. C'est juste ça m'est venu à l'esprit. Ben non, ben non. Écoute, c'est un bon compliment, Didier, mais l'année passée, l'affaire, c'est qu'il a disputé moins de 50% des jeux de l'équipe. Sauf qu'on s'est mis à lui faire davantage confiance en fin de saison avec les blessures et tout. Lors des semaines, de la semaine 16 à la semaine 18, il était le receveur numéro 7 au niveau fantasy. Il a inscrit 4 touchés lors de ses 2 derniers matchs lorsqu'il a été ciblé au moins de 6 fois. Donc, plus qu'on a augmenté le volume, plus qu'on a vu que Marvin Mims était productif. Donc, ça sonne une cloche là, au niveau fantasy un gars qu'on peut repêcher assez loin dans nos poules fantasy qui pourrait connaître une certaine éclosion. Sean Payton a Mhm. mentionné récemment que Marvin Mims et Troy Franklin vont vraiment compétitionner pour avoir des ballons cette saison dans l'attaque des Broncos avec Bo Nix dans une attaque qui est en ascension. Également, on a Cortland Sutton et on cherche encore le numéro 2 là, au niveau de la position de receveur de passe. On a repêché également Pat Bryant, mais écoute, si on se fie à la philosophie de Sean Payton, ça pourrait prendre un certain temps finalement à ce qu'on voit Pat Bryant dans l'attaque des Broncos. Comme je le dis, c'est sa troisième saison, Marvin Mims. Je l'ai écrit? Ah oui, je l'ai écrit sur le tableau. Il a seulement 23 ans. Ça, c'est quand même assez fascinant. Donc, il a été dans la NFL depuis qu'il a 21 ans. Seulement 23 ans, Marvin Mims. Je pourrais avoir un chemin vers une éclosion certaine avec justement l'attaque des Broncos qui est en progression constante. Oui, ouais, c'est vrai, hein, très jeune. Puis j'ai hâte de voir la deuxième saison de Bo Nix au poste de quart des Mhm. Broncos de Denver. Maintenant, on va se déplacer du côté de Cleveland pour parler de Cedric Tillman. Cedric Tillman, il a du talent, il est grand, il est gros. Est-ce que ça a débloqué vraiment là, cette année, là? Ben, c'est ça qu'on se demande parce que l'année dernière, il a été aux prises avec, on se souvient, là, des commotions lors de la semaine, à partir de la semaine numéro 12. Il n'aura pas vu de aucun match. Il n'a disputé aucun match après la semaine numéro 12. Mais entre la semaine numéro 7 et la semaine numéro 12 l'année dernière, il a été cité 44 fois. Il a pour des gains de 330 verges et 3 touchés avant justement de subir cette fameuse commotion. Et c'était évidemment avec Jameis Winston, hein, donc qu'il ciblait à outrance. Mais il y a vraiment un chemin. On peut se dire que Cedric Tillman en santé, c'est le receveur numéro 2 des Browns de Cleveland, selon moi, derrière Jerry Jeudy. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Parce que la position de corps, ça demeure nébuleux du côté des Browns. Ça peut être un choix qui peut être hyper payant, ça peut être un choix qui sera hyper décevant. Ça reste à voir. Il est gratuit dans vos repêchages. Mais si on voit qu'un gars comme Shedeur Sanders vraiment s'emparer du poste de numéro 1, Shedeur Sanders, il y a beaucoup de défauts, mais ça a une qualité que c'est un quart précis. Ça pourrait peut-être avantager ou profiter à Cedric Tillman. C'est une chose qui va surveiller là, au camp des Browns plus tard cet été. Ouais. Qui sera le carrière partant des Browns lors de la première semaine d'activité? Moi, j'ai vraiment hâte Mhm. de voir ça. Puis c'est Cleveland, fait que ça va être dramatique. Il va se passer des choses durant le camp. Il y a tout le temps de la zizanie au sein de l'organisation des Browns. Mais Cedric Tillman, ouais, il est talentueux. En tout cas, on va voir qui va lui lancer le ballon. Bon, écoute, ben, Marc-André, hey, on a fait le tour pour l'épisode et pour la chronique Fantasy Football. Alors, je te remercie de ta contribution. En plus de ça, durant tes vacances, là, tu vas pouvoir aller Je vais aller sauter mettre de dans la la crème piscine. Le solaire. soleil est sorti. Ouais, parce que là, tu as le soleil dans le visage depuis tout à l'heure. Donc, j'espère Mais que tu non, n'auras dans pas le lac, eu un coup de Didier, soleil. Ah, dans le lac, rien de moins. C'est un peu trop dans loin la pour que tu sautes de rivière. ton balcon. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. Saute pas du balcon directement, tu vas atterrir dans les roches. Mais ouais. oui. Donc, en fait, tu pourrais tourner la caméra et puis sprinter. On pourrait te voir rentrer dans l'eau. Ouf, Mais non, c'est écoute, hey, vraiment long, pour vrai. ouais, c'est vraiment long. Tu vas être à bout de souffle rendu à l'eau. T'auras pas Ouais. Le assez de podcast est cardio pour déjà te long. rendre.
Ouais, c'est ça, ok. Bon, ben parfait. Écoute, on va y mettre fin. Mais profite bien de tes vacances avec ta famille au chalet. Puis, écoute, on va se reparler la semaine prochaine. Pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui nous ont écoutés, bon, on vous remercie encore une fois. On vous invite à partager les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux avec vos amis, oui, qui sont des mordus de football. Et on se reparle la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.